Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2026 avec évidemment une bonne santé. Vous vous occupez évidemment bien de vos proches, de vos amis, de prendre du bon temps parce que dans la vie, on ne sait jamais combien de temps on va rester ici-bas, mesdames et messieurs. On va donner dans cette chaîne YouTube encore un élan supplémentaire. On va commencer comme on avait fini l'année précédente avec les 3 points les plus importants sur le marché. En ce début d'année 2026, il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo. L'idée, les gars, c'est pas de faire des prévisions hasardeuses, c'est de prendre du recul, de finalement analyser et comprendre ce que le marché nous dit et surtout de voir comment, en tant que trader et investisseur, on peut se servir des informations pour faire de l'argent. Quoi qu'il arrive, on va parler macro, on va parler action et surtout, on va parler géopolitique. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. En tout cas, l'année 2026, elle part de là. Et encore une fois, le premier élément très important dont je vais vous parler dans un premier temps, c'est une économie qui ralentit, une économie mondiale qui ralentit, mais des marchés qui tiennent bon évidemment avec quelques très très bonnes nouvelles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début de l'année, on a quand même un certain contraste, mesdames et messieurs, entre l'économie réelle qui affiche quand même une croissance mondiale un peu plus morose et des marchés financiers, des bourses mondiales qui restent sur leurs plus hauts historiques, notamment avec des plus hauts historiques notamment observés sur l'indice Dow Jones cette année, vous allez le voir, et également sur l'indice SP500. Comme le montre finalement cet article où on prévoit que l'ONU prévoit un ralentissement de la croissance économique mondiale à 2,7% en 2026. Donc la croissance économique mondiale devrait reculer en 2026 contre 2,8% l'année dernière. Alors attention, ce n'est pas des gros reculs encore une fois, avant de remonter à 2,9% de croissance en 2027. Donc ce niveau demeure toutefois inférieur, le 2,8%, 2,7% à la moyenne pré-pandémique de 3,2% enregistrée entre 2010 et 2019, mesdames et messieurs. Donc voilà, mais comme j'ai envie de vous dire, malgré le choc tarifaire, malgré les tarifs douaniers finalement, l'activité économique mondiale s'est montrée quand même assez résiliente cette année. En tout cas l'année dernière, soutenue par des expéditions anticipées, une accumulation des stocks et surtout une consommation, mesdames et messieurs, qui est restée solide dans un contexte où les banques centrales sont en train de réduire leur taux d'intérêt et de marché du travail qui sont globalement stables. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, oui, c'est pas la croissance exceptionnelle, c'est pas le Brésil on va dire, mais concrètement, on est sur des marchés financiers qui restent sur du positif. Pourquoi ? Parce qu'on a une inflation qui n'a pas vraiment augmenté par rapport aux tarifs douaniers de Donald Trump. Elle est restée évidemment stable, mais il n'y a pas eu une explosion de l'inflation comme certains finalement analystes le prévoyaient. Et également, on a quand même prévu pour l'année prochaine de baisser les taux pour la réserve fédérale américaine. Donc les marchés attendent 2 baisses de taux, la Fed, elle, attend une baisse de taux. Donc finalement, malgré une année où les taxes commerciales ont fait beaucoup de mal au marché financier, globalement, il y a eu un apaisement temporaire des tensions entre les États-Unis et ses adversaires et clairement, la réduction des droits de douane et surtout le fait que au bout d'un moment, les droits de douane, ils ont été pricés. Les effets, finalement, ils ont été dilués. Donc, globalement, on devrait avoir une inflation qui continue à baisser, ce qui est positif sur les marchés financiers. Donc, globalement, il y a du bon et du mauvais. On a une croissance mondiale qui va être plus faible, une consommation globale qui a permis au marché de résister, mais qui a quand même largement ralenti aux États-Unis, des entreprises qui sont quand même plus prudentes sur les investissements et des États qui sont de plus en plus endettés, notamment avec l'État américain et les Japonais, notamment dont on a parlé l'année dernière. Donc concrètement, si on s'arrêtait finalement à la macroéconomie pure et dure, et par rapport à cet article, c'est vrai qu'on pourrait se dire que le contexte n'est pas incroyable. Mais pourtant, les marchés actions et les bourses tiennent. Ils tiennent très bien parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les bourses, mesdames et messieurs, les marchés financiers, ils regardent l'avenir, ils ne regardent pas le passé. Ils anticipent dans un premier temps, surtout pour l'année prochaine et pour les années suivantes, une stabilisation de l'économie et pas une récession, pas de crise prévue. Également des banques centrales qui ont probablement, en tout cas pour les États-Unis, qui vont probablement continuer à assouplir la politique monétaire et à rendre finalement le coût de l'argent beaucoup plus atteignable pour tout le monde. Et surtout, un environnement qui reste globalement favorable aux actifs risqués, notamment toujours aussi beaucoup d'espoir sur
beaucoup de secteurs aux États-Unis, notamment l'intelligence artificielle qui continue de faire monter les marchés, surtout les marchés technologiques. Donc concrètement, pour terminer, pour conclure un peu cette première partie où le but c'était un peu de parler de l'économie mondiale qui allait ralentir, mais ça ne veut pas dire que si l'économie mondiale ralentit, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer, au contraire. Le début de 2026 nous rappelle clairement que les marchés peuvent monter, mesdames et messieurs, même quand l'économie ralentit. Tant que le scénario central ne reste pas la catastrophe, tant qu'il n'y a pas d'ombre majeure, j'ai envie de dire, au tableau, les marchés peuvent rester évidemment solides. On passe tout de suite à la deuxième partie. Les gars, le deuxième élément majeur et ce qui me semble le plus intéressant pour cette année en 2026, clairement, en ce moment sur les marchés, c'est la rotation à l'intérieur du marché action. Et avant de parler de secteurs précis, que ce soit des secteurs cycliques, de défense ou encore d'industrie ou d'énergie, il faut d'abord comprendre ce qu'est une rotation sectorielle. Comme vous le voyez à l'écran, une rotation sectorielle, c'est tout simplement, c'est une stratégie d'investissement dans un premier temps, mais c'est le fait finalement que les capitaux quittent certains secteurs pour aller dans d'autres secteurs qui ont été délaissés. C'est ça une rotation sectorielle. Finalement, les investisseurs ne sortent pas du marché, ils ne sortent pas du marché action. Ils changent tout simplement, j'ai envie de dire, ils changent tout simplement de secteur d'activité et ils placent leur argent ailleurs, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que pendant plusieurs années, on a quand même vécu dans un marché plutôt particulier, c'est-à-dire que quelques secteurs seulement capitalisaient l'essentiel des performances. La tech, le numérique, l'intelligence artificielle, puis très récemment, effectivement, ont absorbé effectivement une énorme partie des flux. Résultat, les gars, et ce qu'il faut comprendre avec ce graphique notamment de Nvidia, entreprise d'intelligence artificielle, c'est que quelques grandes valeurs faisaient presque toute la performance des indices pendant que le reste du marché a beaucoup stagné. C'est ce qu'on a pu voir sur Nvidia, c'est ce qu'on peut voir aussi sur Amazon, évidemment, sur finalement tous ces groupes qui ont largement surinvesti dans l'intelligence artificielle. Alors peut-être qu'évidemment ça va porter ses fruits, mais quand on regarde un petit peu tous ces grands groupes, on se rend compte que c'est eux finalement qui ont, j'ai envie de dire, qui se sont partagés la part du gâteau en 2025. Et à côté de ça, quand on voit certaines entreprises, regardez Microsoft, on a regardé Nvidia, on peut regarder évidemment Apple, c'est la même veine, j'ai envie de dire. Quand on regarde ces entreprises-là, on comprend que ces entreprises sont complètement dans le ciel et continuent de monter depuis des années sans s'arrêter. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire que les arbres ne montent pas au ciel. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir une rotation sectorielle avec notamment quelques actions que je vais vous montrer, moi, que j'avais en tête de vous montrer. Par exemple, Nike. Regardez Nike, aujourd'hui, Nike, elle est au plus bas depuis 2015, au plus bas depuis le Covid. Donc en fait, même si les marchés sont proches des plus hauts historiques, ce n'est que le fait de quelques secteurs qui ont surperformé ces dernières années. Il y a des secteurs où évidemment, on est encore à la peine, notamment, on voit le secteur, par exemple, tout ce qui est échanges commerciaux, textiles, Nike, etc., grandes marques de grande distribution, on est encore sur des prix qui sont encore planchers et sur des moments très intéressants. Et donc, depuis le début de l'année, mesdames et messieurs, on observe un petit changement quand même. Les investisseurs deviennent un peu plus sélectifs. On voit que les valeurs de l'intelligence artificielle sont un petit peu parties à la baisse. Le Nasdaq n'arrive pas à faire de plus haut historique pendant que, regardez, on a regardé l'indice Nasdaq, je vous montre vite fait, donc l'indice des plus grandes technologies américaines qui n'arrive plus pour l'instant depuis quelques temps à faire des plus hauts historiques. Voilà, il est clairement bloqué, vous voyez, sur cette zone haute finalement des 26 000 qu'il a vu renvoyer, et derrière on a une grosse zone de résistance ici qui a été tracée. Donc on voit que le Nasdaq a pas mal hésité en ce début d'année, marquant finalement peut-être le changement d'état d'esprit des investisseurs sur les grandes technologies, alors que lui, le Dow Jones, lui, a déjà fait cette année des plus hauts historiques par rapport à l'an dernier. Donc on n'achète plus finalement un secteur entier là par défaut, on choisit les bons segments, les investisseurs vont devenir plus sélectifs et les bonnes entreprises au bon moment. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ce qu'est une rotation sectorielle, c'est-à-dire que les marchés vont se fragmenter. On pourrait avoir, par exemple, un Nasdaq qui part un peu à la baisse avec une technologie qui part un petit peu à la baisse parce que déjà suracheté, et des indices sectoriels comme le Dow Jones, un peu plus cyclique, un peu plus industriel, un peu plus à l'ancienne,
de par sa composition, pourrait lui continuer de performer parce que étant sur des cotes plus industrielles. Et ce qui est vraiment intéressant, les gars, c'est de comprendre quels secteurs en ce moment sont en train de revenir sur le devant de la scène. Dans un premier temps, on observe des valeurs industrielles, dans un premier temps, des entreprises qui sont également liées à l'énergie, des entreprises financières et surtout le secteur de la défense qui va pouvoir faire une transition parfaite avec la partie numéro 3 puisqu'on va parler évidemment géopolitique, Donald Trump et grande puissance. Bref, le secteur de la défense en ce moment bénéficie d'un contexte très particulier depuis plusieurs années, mais encore plus récemment, des budgets militaires qui continuent d'augmenter, les commandes qui s'accélèrent évidemment, et les États qui veulent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement étape par étape. Donc clairement, des carnets de commandes qui sont plus longs, une visibilité sur plusieurs années en termes de défense et surtout des marges qui se stabilisent ou progressent. Donc clairement, on peut parler de plusieurs valeurs. On va parler de Thales par exemple en France, une valeur que vous connaissez tous. Thales par exemple, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, Thales, ça a largement performé ces dernières heures, ces dernières semaines, parce qu'on est surtout sur un secteur de la défense qui, pour l'instant, ce début d'année, pousse à la hausse, hein, clairement. On a plusieurs entreprises, hein. On peut parler de Rheinmetall aussi. Rheinmetall, ça c'est en Allemagne, pour ceux qui ne connaissent pas. Rheinmetall, ça a plutôt performé en ce début d'année. Voilà, secteur de la défense qui était quand même délaissé, hein. Quand on regarde un petit peu en mensuel, on voit que clairement, on avait marqué des petits bottoms en décembre 2025 et là, en ce début d'année, on voit que ce secteur repart un petit peu à la hausse et pareil aux États-Unis, on peut parler de Lockheed Martin par exemple. Lockheed Martin, voilà, que j'avais noté pour cette vidéo, Lockheed Martin. Voilà, secteur défensif qui est pratiquement sur ses plus hauts historiques, sur le Nasdaq notamment. Donc c'est des valeurs qui pendant longtemps étaient considérées comme, voilà, les valeurs de défense, on a toujours considéré comme peu dynamiques, mais dans une période où la géopolitique reste au devant de la scène et les États-Unis montrent de plus en plus, j'ai envie de dire, de volonté de puissance, eh bien le secteur de la défense, dans un monde finalement qui devient de plus en plus dangereux, et des États qui investissent de plus en plus dans ces secteurs, forcément, ces actions vont et continuent de performer en 2026. Par rapport au marché de la tech, hein, pour finir un petit peu cette partie qui est un peu plus condensée, un peu plus longue, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, moi je pense toujours que ça ne veut pas dire que le marché de la tech va s'effondrer. Regardez Nvidia depuis le début d'année, bon, ça corrige et c'est plutôt assez logique, hein, ce qu'on voit en ce moment sur Nvidia par rapport à tout ce que je vous dis. Mais certaines entreprises de l'intelligence artificielle vont continuer de performer, hein, mais d'autres vont corriger, d'autres vont décevoir, vous voyez, et on ne sera plus finalement, je pense, dans un marché. J'achète de la tech, j'achète de l'intelligence artificielle et tout va monter. Voilà, je pense que ça va être beaucoup plus sélectif et c'est pas forcément ça qui va, à mon avis, faire de l'argent en 2026. On est donc dans un marché qui sera, mesdames et messieurs, forcément moins euphorique, plus rationnel, mais aussi beaucoup plus intéressant pour les investisseurs, évidemment, actifs, mesdames et messieurs. 2026, c'est pas un marché où tout va monter, je pense. Ça va être un marché de choix. Ça va être un marché de rotation, de différenciation, mesdames et messieurs. Et ceux qui comprendront où va l'action, où vont les flux, évidemment, seront en tirer les plus gros bénéfices. On passe tout de suite à la dernière et à la troisième partie, je pense la plus intéressante et la plus chaude. Concrètement, en ce début d'année 2026, on parlait des entreprises de défense qui revenaient au devant de la scène et c'est pas pour n'importe quelle raison. En ce début d'année, on a vu un événement géopolitique majeur, hein, finalement rarement vu depuis une décennie. C'est clairement les États-Unis qui ont mené des frappes militaires au Venezuela et capturé le président, ou en tout cas l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro. L'objectif, c'était pour les États-Unis, finalement, de le capturer en l'accusant de narcotrafic, de terrorisme, etc. et le transférer aux États-Unis. Donc, quand même, une affaire qui a fait une centaine de morts. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ça compte sur les marchés, ça. Pour l'instant, les marchés n'en prennent pas trop rigueur, mais c'est quand même le contexte actuel dans lequel nous sommes. C'est quand même une intervention directe entre deux pays de deux très grandes puissances, des puissances mondiales. C'est un signal quand même d'instabilité et surtout
le Venezuela, vous le savez, c'est le plus grand, j'ai envie de dire, gisement pétrolier au monde. Même si c'est beaucoup plus dur à raffiner et à exporter, c'est le plus grand gisement mondial. Donc c'est une région clé finalement pour les flux énergétiques, pour les matières premières évidemment. Et on sait que globalement, quand même, Maduro, il était quand même collègue avec la Russie et les Chinois. Donc voilà, clairement que ça crée un risque d'instabilité en plus, de cette volonté finalement américaine de montrer de la puissance qui se reflète immédiatement dans les prix, notamment du pétrole, qui part fortement à la baisse depuis le début d'année, qui est sur des supports majeurs et qui peut même aller plus bas, parce qu'en théorie, si toutes les sanctions américaines sont levées sur le pétrole vénézuélien, eh bien ça fera plus d'offres sur le marché et donc concrètement peut-être un pétrole qui part à la baisse. Mais voilà, globalement, cette géopolitique, elle est au devant de la scène parce que en cette année 2026, on a eu cette première chose. Bon, après on peut parler les gars de droit international. Bon, Poutine n'a pas respecté le droit international avec l'Ukraine, Trump ne le respecte pas non plus avec le Venezuela, et j'ai envie de dire que personne finalement ne regrettera Nicolas Maduro, qui a fait énormément de mal finalement à sa population. Mais voilà, qu'est-ce qui est important là-dedans? L'impact sur les marchés, c'est quand la scène mondiale est perçue comme un peu plus incertaine, un peu plus risquée, les investisseurs deviennent un peu plus prudents, favorisant les actifs, vous le savez, considérés comme plus sûrs, notamment les actifs refuges comme l'or, vous le savez, le dollar américain et les bons du trésor américain. Donc voilà, globalement, c'est vrai que ce contexte géopolitique, on peut penser tout de suite à l'or. Est-ce que l'or va s'arrêter cette année de montée? Bon, vu comment ça part en 2026, il y a quand même peu de chance, mesdames et messieurs. Et donc du coup, un peu plus instable veut dire aussi qu'on est plus enclin à vendre les actifs à risque et moins, voilà, on est moins enclin à prendre des risques sur le marché. Pour l'instant, c'est pas trop ce qu'on voit puisque les marchés sont pour le moment, dire, sur des plus hauts historiques pour la plupart. Et voilà, et c'est vraiment cet élément central aujourd'hui. Tout le monde parle de Donald Trump, c'est cet élément central qui va faire la pluie et le beau temps sur les marchés américains. Voilà, donc on a suivi ces dernières attaques, notamment sur attaques verbales par rapport au Groenland, par rapport à la Colombie. Donc on sent bien que le président américain a envie de montrer aussi la puissance américaine, a envie de montrer peut-être à Poutine, qui n'est pas non plus un petit chien, un petit toutou. Voilà. Et donc forcément, on n'est plus dans le même monde en termes de relations internationales qu'il y a quelques années. On est dans un monde qui n'est plus structuré autour d'un seul centre de pouvoir. C'est plutôt aujourd'hui des centres régionaux. On a finalement la Chine qui domine, j'ai envie de dire un peu grossièrement, la région asiatique. Donald Trump qui veut et qui a montré qu'il avait envie de fortement dominer toute la partie américaine du monde et j'ai envie de dire la partie européenne plutôt, j'ai envie de dire à Poutine et aux Russes. Dans ce monde qui est en train de changer et qui finalement va faire en sorte que les foyers de tension risquent de se multiplier et donc créer finalement de la volatilité et des gros changements, notamment sur les marchés, mesdames et messieurs, de l'énergie. On sait que des tensions dans une région pétrolière ou un conflit impliquant des grandes économies se traduisent rapidement en volatilité sur les prix d'énergie. On sait également que on a toujours cette guerre en Ukraine qui fait rage maintenant depuis pour la 5e année, qui tend toujours le coût de l'énergie et du blé notamment. Voilà, donc toujours aussi cette tension, j'ai envie de dire, entre les USA et la Chine également pour le leadership technologique, on va dire, surtout pour les terres rares, vous le savez. Donc voilà, 2026, là, cette partie-là, c'était vraiment pour vous expliquer que oui, on pouvait continuer de monter, qu'il y aurait peut-être une rotation sectorielle, mais que surtout, mesdames et messieurs, ce qui est important de comprendre, qu'il va y avoir de la volatilité quand même. Parce qu'on a une géopolitique et on a un contexte quand même global qui reste un petit peu tendu avec tout ce que je vous ai expliqué globalement. La géopolitique, les gars, c'est plus un facteur secondaire, elle est au cœur de l'analyse, même si c'est pas ça qui va nous faire trader, mesdames et messieurs. Ce qu'on voit au Venezuela avec une opération militaire majeure implique une puissance mondiale et sa réception internationale montre que le monde entre, mesdames et messieurs, en 2026, totalement dans une nouvelle ère, celle où les règles d'hier, mesdames et messieurs, n'existent plus, et finalement où les marchés doivent gérer une volatilité qui peut être là de manière épisodique et fragmentaire. En tout cas les gars, on a fait le tour des 3 éléments que je retiens pour ce début d'année sur les marchés financiers. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'ai essayé d'aller un peu plus loin cette fois, d'aller un peu plus loin dans l'analyse pour te proposer vraiment quelque chose qui me paraît concret, important. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce également, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.